prochaine présentation, c'est l'utilisation des liens qui était un peu l'objectif de cette étude pour comparer l'intérêt des liens par rapport au montage classique. Et c'est donc Cédric Barret. Bien, merci Jean-Charles. Bonjour à tous. Donc, merci à Jean-Charles et Féti pour m'avoir convié à participer à cette table ronde. Merci également à notre docteur junior Romain Quéant qui nous a bien aidé pour la saisie des données et l'analyse des clichés. Donc, je vais vous présenter la série des liens. Donc, la série des liens comprenait au final 31 patients. Il s'agissait de patients adultes opérés entre janvier 2017 et décembre 2021 à travers 3 centres, donc Lyon, Bordeaux et Rouen, avec un effet centre très marqué puisque plus de 90% des patients avaient été opérés aux Hospices civils de Lyon. Donc les patients pour lesquels le montage s'arrêtait au niveau de la charnière dorso-lombaire étaient opérés donc, selon le concept du topping off, avec l'idée de créer une zone de transition entre le rachis rigide instrumenté et le rachis non instrumenté. Les liens étaient positionnés en sous-lamère, au-dessus de la dernière vertèbre instrumentée par vis, avec donc une non-fusion à l'étage des liens. Et donc il s'agissait des implants Jazz de la société Implanet. L'âge moyen de la série était de 69 ans. On notait une plus grande proportion de femmes, qui représentaient 70% des patients, et qui étaient un peu plus jeunes, avec un âge moyen de 67 ans versus 73 ans pour les hommes. L'IMC moyen était de 26, sans différence selon le sexe. Alors, en termes de pathologie initiale, on observait une majorité de déformations de l'adulte d'origine dégénérative, qui représentait près de 60% des patients, un tiers de déséquilibre sagittal post-arthrodèse, donc ce qui correspond au flat back, et puis quelques cas de pathologie dégénérative simplexe multiniveau. À propos de la technique chirurgicale, donc pareillement à la série vis-crochet, on avait une majorité de patients opérés exclusivement par voie postérieure, dans plus de 70% des cas, et un temps antérieur additionnel était fréquemment réalisé donc dans le groupe déformation scoliose, environ 1 fois sur 2. La prise iliaque était très fréquente, plus de 80% des cas. En termes de longueur de montage, donc tous les montages de la série lien s'arrêtaient au niveau de la charnière dorso-lombaire, donc entre T10 et L1. Les dernières vertèbres donc instrumentées par vis étaient le plus souvent T10 ou T11. Et puis pour la vertèbre distale, donc il s'agissait le plus souvent de S1 dans plus de 90% des cas, souvent associé à une prise iliaque comme on l'a vu. Donc montage typique T10 ou T11 bassin. La chirurgie était efficace pour améliorer les patients sur le plan clinique en termes de douleur axiale tout d'abord. Donc on avait une réduction significative de la douleur axiale en post-opératoire avec une réduction de près de 3 points à 6 mois et de près de 4 points à 1 an et 2 ans. En revanche, il n'y avait pas de relation évidente entre présence ou non de PJK et douleur axiale. Pareillement, la chirurgie était efficace pour améliorer les patients sur le plan fonctionnel, avec une réduction significative de l'os vestri en post-opératoire à 6 mois, avec une réduction de 15 points, et une réduction de l'ordre de 22 points à 1 et 2 ans. Et ici aussi, on n'avait pas de relation évidente entre os vestri, variation de l'os vestri, et présence ou non de PJK. Sur le plan radiographique, donc, en termes de morphotype préopératoire, donc l'incidence pelvienne moyenne préopératoire était classique puisque calculée à 52 degrés. Donc là, on a une différence avec le groupe vis-crochet, parce que nous, on a une incidence moyenne plutôt classique. Et donc, les principales variations post-opératoires étaient une augmentation discrète mais significative de l'incidence pelvienne, plus de degrés, une augmentation de la lordose lombaire, L1-S1, avec un gain moyen de 10 degrés, et une majoration de la syphose T1-T12 et T4-T12 avec un gain de 15 degrés en moyenne.
Alors, dans cette série, donc, un total de 8 syphoses jonctionnelles a été observé, donc en prenant comme définition de la syphose jonctionnelle un PGA de plus de 10 degrés entre le post-op précoce et le suivi, ce qui correspond à une incidence dans cette série de syphose jonctionnelle de 26%. Le délai de survenue de cette syphose jonctionnelle était plutôt tardif, puisque de 16 mois en moyenne, même si une majorité de PGK était survenue durant la première année de suivi. Le délai de survenue du PGK était impacté par la nature du PGK, avec une différence assez nette entre les syphoses osseuses, donc par faillite osseuse, avec fracture-tassement, et un délai de 5 mois seulement, versus les syphoses d'origine disco-ligamentaire, avec un délai de près de 2 ans. Par ailleurs, aucune complication dans cette série n'a été observée en lien avec l'implantation des bandes. Sur le plan radiographique, donc pas de différence significative entre les profils radio des patients ayant développé un PGK et ceux n'ayant pas développé de PGK, avec les limites qui s'imposent quant à l'interprétation de ces résultats du fait de la taille des effectifs des sous-groupes, bien sûr. De même, aucune conclusion ne pouvait être tirée concernant la différence d'incidence de PGK en fonction de la pathologie initiale. Ces PGK étaient essentiellement traités de manière conservatrice dans la majorité des cas. Seuls 2 patients ont dû être réopérés avec une extension du montage, ce qui donne un taux de réopération pour PGK dans cette série de 6,5%. Quelques cas illustratifs. Donc ici, un exemple de bonne évolution à 2 ans post-opératoire, donc après une arthrodèse T11 bassin et ostéotomie pour un flat back. Ici, 2 patients avec une syphose jonctionnelle modérée dans les suites d'une arthrodèse T10 bassin traitée de manière conservatrice, sans réintervention. Et ici, donc, un cas de syphose jonctionnelle, donc après une arthrodèse lombosacrée et ostéotomie, ayant nécessité donc une reprise chirurgicale avec extension du montage. Alors, quelques points de discussion. Donc, je pense qu'on pourra y revenir à la fin de la table ronde, mais on peut déjà lancer quelques pistes. Donc, effectivement, la limite principale du travail est la taille réduite de la population lien, seulement 31 patients, et plus de 250 dans l'autre groupe. Une autre limitation est l'absence de définition consensuelle concernant le PGK, ce qui rend difficile la comparaison, et en particulier la comparaison avec les données de la littérature. Enfin, on peut regretter qu'il n'y ait pas eu de comité indépendant pour l'analyse de cette complication, qui est finalement purement radiographique. Alors, malgré ces limitations, les liens pourraient avoir un intérêt pour réduire l'incidence de PGK et réduire également le taux de réintervention. Et nos résultats sont assez concordants avec la littérature, en particulier l'étude de Ames, qui avait montré une réduction d'incidence de PGK de 45 à 25%. Alors, bien sûr, le rationnel est surtout biomécanique, avec un effet protecteur des liens certainement meilleur vis-à-vis des tissus mous que vis-à-vis des structures osseuses. Et donc, dans ce contexte, on pourrait avoir intérêt à combiner les liens avec un geste de cimentoplastie pour agir à la fois sur les tissus mous et sur les structures osseuses. Donc ici, un exemple de patient opéré avec, au-dessus de la dernière vertèbre instrumentée par vis, lien plus cimentoplastie. Voilà. Et donc, en guise de perspective, donc un projet de décès randomisé a été déposé. Donc un projet d'essai randomisé national multicentrique dans le cadre d'un PHRC, l'essai transition, avec acceptation de la première étape. Et donc ça nous permettra peut-être, si le projet est accepté, d'apporter des réponses encore plus précises. Je vous remercie.